suis pas pêcheur, je suis le secrétaire, le permanent de l'association. Et mon travail est de représenter justement la petite pêche, nos pêcheurs adhérents et la petite pêche, et de représenter leurs intérêts face à différentes institutions au niveau politique et en termes de communication également. Alors voilà, c'est une association qui date de 2012 exactement. Alors moi, c'était assez drôle parce que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai reconnu en fait ce qui se passait parce que nous, on était au même moment avec d'autres ONG pour essayer de défendre justement, et c'était le début, tout à fait le début de notre association nationale, pour essayer de défendre justement les droits de la petite pêche en Europe, et c'était l'occasion de la nouvelle PCP. Donc ça m'a fait bizarre de reconnaître ces gens que moi j'avais croisés dans les couloirs, eux ils défendaient leur truc, moi je défendais le mien. Donc je me suis vraiment senti tout de suite dans le film, quoi. Et en fait, on perçoit vraiment dans le film exactement les mêmes problématiques que subit John et toute sa communauté de pêcheurs. En fait, on a exactement les mêmes problématiques chez nous en France et certainement dans d'autres pays en Europe, avec cette impuissance que peut avoir un petit bateau face aux gros chalutiers industriels qui croisent au large de leurs eaux, les interdictions de pêcher du poisson qui se trouvent juste sous leur bateau, quoi. Et parfois même, ils le prennent lorsqu'ils pêchent au filet, ils le prennent dans leur filet et la réglementation leur interdit de les débarquer, ne serait-ce même que de les manger. Donc voilà, on ressent vraiment des problématiques qui sont identiques, quoi. On est comme des frères avec eux, hein. C'est ça, c'est sûr. Sur le papier, c'est quelque chose de très simple, en fait. C'est quelque chose où on intervient sur un stock qui est donc dans la mer, faire un prélèvement, et qu'en rien, ce prélèvement ne puisse faire en sorte qu'à un moment, ce stock diminue. Pour moi, c'est ça. Et donc là-dessus, effectivement, un des critères majeurs, c'est de ne pas pêcher le poisson quand il pond, quoi. Dès l'instant où déjà on laissait le poisson tranquille pendant cette période de ponte, qui est à peu près 2 mois dans l'année, hein, pour le bar, par exemple, c'est février-mars, je pense qu'on pourrait faire des prélèvements assez conséquents sans mettre en danger cette ressource, quoi. Et pour toutes les ressources, je pense que c'est à peu près la même chose, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de pêches sont concentrées on va dire sur 2 moments dans la vie d'un poisson, c'est quand il mange et quand il se reproduit. C'est les 2 moments où le poisson peut se regrouper fortement pour faire une de ces 2 actions. Et les pêcheurs aujourd'hui, effectivement, interviennent dans ces 2 actions. Donc quand ils mangent, en fait, là qu'on puisse le pêcher, c'est une chose, hein. Moi je pratique ça, et quand il y a des bancs de petits poissons et que le bar est derrière, c'est là que nous on va le chercher. En revanche, quand le poisson pond, la moindre, ce qui paraît logique, quoi, c'est de le laisser tranquille, quoi. La pêche durable, elle doit être durable pour la ressource, ça c'est évident, sans poisson il n'y a pas de pêcheurs, mais elle doit aussi être durable pour les pêcheurs, au pluriel. Et là, la question est fondamentale parce que autant tout le monde est à peu près d'accord sur le fait de dire qu'il faut que la ressource se porte bien, etc. Autant on n'est pas tous d'accord sur la façon de le pêcher et la façon de le valoriser. Donc typiquement, ce qui se fait beaucoup, hein, c'est d'aller pêcher le poisson en très grande quantité, avec des très grands chaluts, en faisant du poisson de mauvaise qualité. Comme ça, c'est du coup une ressource qui profite à peu de bateaux, qui gagnent beaucoup d'argent, donc ça profite à peu de marins, et le poisson est très mal valorisé, parce qu'il est vendu à bas prix, il est vendu 2 à 3 fois moins cher que lorsqu'il est capturé par des techniques de pêche douce, qui sont par exemple la technique du casier, technique de la ligne, technique du filet, avec des petits engins, voilà, pas des filets de 10 km, mais des filets de quelques centaines de mètres, quelques kilomètres. À ce moment-là, vous avez des captures en beaucoup moins grande quantité, où vous avez du poisson de meilleure qualité, vous le valorisez bien. Donc c'est aussi ça, les composantes très, très importantes d'une pêche durable. Ensuite, il y a quand même il y a un peu de science derrière tout ça. Donc, comme le disait Gwen,
il faut bien exploiter un stock de poissons de façon durable, c'est-à-dire qu'il faut assurer sa pérennité sur le long terme. Donc ça veut dire forcément limiter sa pêche. Voilà. Il faut qu'on limite la quantité de poissons qu'on capture chaque année, parce que sinon on fait de la surexploitation. Il y a aussi d'autres éléments qui sont quand même importants, comme la taille minimale. Il faut respecter il faut éviter de pêcher les juvéniles de poissons, les jeunes poissons, parce que c'est l'avenir des pêcheurs. Donc il faut essayer de mettre en œuvre les techniques de pêche qui sont les plus sélectives possibles. Voilà, autant la ligne est un métier qui est très sélectif, et ensuite pour ce qui concerne des engins comme le filet ou le chalut, il peut y avoir une sélectivité de ces engins-là, mais ça dépend vraiment du pêcheur. Il faut qu'il adopte les bons maillages, les bons comportements de pêche aussi, c'est-à-dire que s'il sait qu'à un endroit il va trouver différentes espèces de poissons de différentes tailles, et s'il sait que quand il va aller chaluter sur ce banc-là, il va avoir énormément de rejets, de poissons qu'il ne pourra pas commercialiser, il faut qu'il s'abstienne de le faire, quoi. Donc voilà, on peut définir la pêche durable comme ça. On a eu quelques succès, on essaye toujours, mais c'est vraiment un combat difficile. C'est vraiment un combat difficile parce que déjà, ne serait-ce qu'à l'échelon national, notre ministère, notre administration ne nous écoute pas. Elle néglige complètement notre voix, parce que pour elle, en fait, la seule voix qui compte, c'est celle, en fait, des syndicats majoritaires qui représentent plutôt les gros bateaux. Donc la voix de la petite pêche a énormément de mal à exister dans le paysage politique de la pêche française. Voilà, c'est vraiment un combat très important. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu quelques succès, mais voilà, c'est quand même très très dur. Et juste pour rebondir sur ce que dit Ken, donc à l'époque on était juste, parce que moi je suis aussi président de petit asso local qui est juste pour la promotion du bar de ligne, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait que les intérêts qu'on défendait au niveau, or Ken l'a bien dit, au niveau français en fait on est face à un mur, quoi. Donc dans le même temps nous on a réussi à créer une petite, ça devient quand même une grosse organisation européenne qui est basée à Bruxelles, qui fait son propre lobbying, et du coup on commence à avoir des résultats. Parce qu'eux, ils ont le temps d'aller voir des députés, des gens, leur faire comprendre vraiment le message de la petite pêche, qui déjà elle existe, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, beaucoup de députés ignoraient qu'il y avait une petite pêche, vu qu'il n'y avait que les gros lobbying qui disaient oui, il n'y a qu'une pêche en Europe, il n'y en a pas plein. Et en fait, non, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux mondes différents. Il y a la petite pêche avec des gars tout seuls sur leur bateau, et cette grande pêche avec des gros armateurs et des intérêts qui ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Surtout que, comment dire, les dirigeants, les politiques ont toujours la manie de traiter la petite pêche comme la grande pêche, avec les mêmes règlements, les mêmes contraintes, et ce qui de façon complètement mécanique élimine les petits bateaux, parce que vous ne pouvez pas appliquer, un petit bateau n'a pas la capacité à se battre sur le terrain commercial, sur le terrain administratif, et même en termes de pêche. C'est pas du tout les mêmes outils. Donc si vous leur donnez les mêmes contraintes, les petits bateaux n'ont pas du tout la même capacité de s'en sortir. Donc le résultat de ça, c'est qu'ils vont finir par disparaître. Alors, un des combats justement qui est vraiment concomitant avec celui de John lors du film, c'est le combat pour la réforme de la politique commune des pêches, donc qui a été votée en 2013. Donc on ne doit pas être très très loin de la fin du film de John. Et dans cette nouvelle politique commune des pêches, il y a certains articles qui reconnaissent la spécificité de la petite pêche, et la nécessité de la protéger et d'adapter un certain nombre de réglementations pour faire en sorte qu'elle puisse s'en sortir. Mais pour l'instant, ce sont restés des mots, quoi, hein. Il y a eu ça s'est transformé aucunement sur le terrain. Enfin, c'est pas grand-chose, ils demandent juste d'exister et d'avoir des droits.
Et aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de non-droit pour cette petite pêche. On n'est pas représenté, les accès à la ressource nous sont souvent complètement bloqués. Donc les défis comme ça, ils sont... Mais malgré tout, on n'arrive pas à bout de ça, quoi. On fait des petites avancées, des fois on recule d'autant 15 jours après. C'est vraiment très compliqué, quoi. Il faut savoir que si vous allez dans un port breton, vous allez tomber sur un chalutier de 25 mètres. Vous allez parler avec son patron, il va vous dire « mais moi je suis un pêcheur artisan parce que c'est moi qui possède mon bateau, je suis l'armateur de mon bateau, donc je suis un pêcheur artisan ». C'est pour ça que notre association s'appelle la plateforme de la petite pêche artisanale, parce que on met vraiment en avant les bateaux, les petits bateaux, qui sont des bateaux de moins de 12 mètres. Et pour nous, la distinction, elle doit être là, parce qu'il y a vraiment une question d'échelle qui est importante. On ne dénigre pas les bateaux qui font plus de 12 mètres, mais voilà, il y a vraiment une question d'échelle. Ensuite, si on parle de défi de la petite pêche dans un monde globalisé, effectivement, il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup. Et très clairement, le défi de la commercialisation, le défi de la sensibilisation du consommateur, c'est le principal défi, parce que quel est le réflexe du consommateur lorsqu'il va aller acheter du poisson? Les chiffres le disent, hein, il va aller acheter de la crevette d'aquaculture qui vient d'Équateur, qui a été faite en déforestant de la mangrove. Ça va être d'aller acheter du saumon d'aquaculture qui vient de Norvège, qui a été élevé avec des pulvérisations de pesticides. Ou alors, ça va être d'aller acheter du poisson de pêche industrielle qui est faite par des chalutiers de 100 mètres. Et donc ça c'est vraiment le drame effectivement, de la petite pêche, et même donc, du coup de toute la pêche artisanale française, parce que après on a tous les mois, toutes les semaines, dans les criées françaises, du poisson qui se vend quasiment à perte, parce que le consommateur ne s'y intéresse pas. Donc notre véritable défi à l'avenir, c'est vraiment de redonner aux consommateurs la culture du poisson frais. Et ça, c'est valable au niveau français, européen et mondial, quoi, hein, ça c'est certain. L'Europe, c'est un ensemble de pays riches, qui consomment d'ailleurs certainement trop de protéines animales, que ce soit du poisson ou de la viande. Le contexte est radicalement différent de pays comme l'Inde, comme le Bangladesh, comme différents pays africains, où là, effectivement, eux, leur véritable défi, c'est plutôt que les Européens arrêtent d'aller pêcher, les Européens ou d'autres pays pêcheurs, hein, la Chine, la Corée, etc., que ces pays arrêtent d'aller pêcher dans leurs eaux, mais plutôt que eux aient la capacité d'aller pêcher eux-mêmes leurs poissons et de développer eux-mêmes leur filière de la pêche pour alimenter leur population. Effectivement, ça semble... Il y a vraiment un équilibre à retrouver, un équilibre beaucoup plus équitable et solidaire dans le monde entier, là, pour le coup. Plus la situation est difficile, plus c'est compliqué de fédérer des pêcheurs. Il faut vraiment qu'il y ait un gros problème, mais immédiat, quoi, un gros truc qui arrive. Là, les pêcheurs se regroupent, même s'ils ne s'entendent pas trop. Mais dans des problèmes plus ou moins latents, comme là, par exemple, moi je suis pêcheur de bar, on a un problème sur la gestion du bar. C'est des problèmes qui durent depuis très longtemps. Comme il y en a moins, ça crée des tensions sur zone. Et il y a des pêcheurs qui disent, lui, il est dans l'assaut, moi, du coup, je me retire. Et on arrive à ce paradoxe-là que des pêcheurs se retirent d'associations qui luttent quand même pour un but global et qui n'est pas en train de gérer des petits problèmes très terre à terre, en fait. Et ben non, malgré tout, ces gens quittent ces associations, quoi. Et on se retrouve un peu dépourvu face à de telles réactions, quoi. Quand la ressource devient très faible, comme en ce moment, les bancs sont de plus en plus petits et on se retrouve tous au même endroit. Et dès l'instant où on est trop au même endroit, ça entraîne forcément des conflits, quoi. On est sur un contexte humain qui est très particulier, et on peut dire qu'il y a une difficulté aussi, il y a une sorte d'inertie, une difficulté à faire évoluer aussi les mentalités des gars pour justement qu'ils puissent aller au-delà de l'esprit de clan,
qui peut être très, très contre-productif, parce que si l'esprit de clan c'est de continuer à surpêcher, on sait très bien qu'au final ça finit par faire disparaître les pêcheurs, quoi. Alors que si on veut qu'il y ait de la pêche à l'avenir, on sait très bien qu'il faut prendre des décisions qui sont peut-être un peu dures à court terme, mais il faut sauvegarder les poissons, et c'est ça qui sauvegardera les pêcheurs. Le premier conseil qu'on pourrait donner aux citoyens, c'est d'acheter des poissons de petite pêche s'il peut les choisir, notamment lorsqu'il est en vacances sur le littoral, etc. Il y a, et si on s'en donne les moyens, la possibilité d'aller chercher du poisson de petite pêche, ne serait-ce qu'en allant interroger des commerçants qui sont près du port, des pêcheurs même sur le port. On peut aller trouver des poissons de petite pêche. Il y a un label qui est le label que porte Gwen et l'Association des ligneurs de la Pointe de Bretagne, qui est sur le suite là, qui est le label barre de ligne ou poisson de ligne. Donc ça, c'est un poisson qu'on peut trouver dans les poissonneries assez facilement. Donc là, vous avez la possibilité d'aller prendre un poisson de pêche durable. Ensuite, il y a un autre conseil qu'on peut donner, c'est bien sûr d'acheter du poisson frais, en poissonnerie surtout, et d'interroger son poissonnier sur la technique de pêche, en privilégiant bien sûr du poisson de ligne ou du poisson de filet, en étant très vigilant sur la fraîcheur du poisson, parce que plus le poisson sera frais, et bien sûr plus il aura été pêché avec un circuit court, avec des marées courtes, et ça il n'y a que les petits bateaux qui peuvent le faire. Et aussi de choisir du poisson entier. Donc ça sert à rien d'aller chez son poissonnier prendre un filet de poisson. Il vaut mieux aller chez ce même poissonnier et aller choisir un poisson entier en lui posant les questions qui vont bien et demander à son poissonnier de fileter le poisson ou même cuisiner le poisson entier au four, ça se fait très bien. Donc ne serait-ce qu'en suivant ces conseils et en inversant la tendance crevettes, saumon, cabillaud, etc., déjà ce serait un pas monumental, quoi. Mais je pense que de notre côté, on a aussi pas un devoir d'information, mais moi, je vois à peu près les deux côtés. C'est très difficile en bout de chaîne de savoir ce qu'est un poisson frais, un poisson pas frais, un poisson issu de la petite pêche, de la grande pêche. Et après, il faut que nos institutions arrêtent de mettre... Tout est fait en fait pour mettre le doute dans cette clientèle. On voit bien, l'autre jour, on a été obligé d'intervenir sur un article de la presse locale chez nous, où ils mettaient, par exemple, que le bar, la saison idéale pour le manger, c'était maintenant. Or, le bar, en ce moment, est en train de commencer à pondre. On se retrouve avec des aberrations comme ça, on est obligé de les appeler, ils se sont excusés, ils ont prévenu, je ne sais plus leur source, je ne sais plus qui c'était, l'Agrimaire, je crois, quelque chose comme ça. France Agrimaire, qui est quand même quelque chose qui... Malgré tout, on arrive comme ça, ils arrivent à semer le doute, mais juste pour que, voilà, avantager la pêche semi-industrielle ou voire hauturière, quoi. Donc peut-être nous aussi, on devrait, à travers des étiquettes de ce style, ou peut-être distribuer des plaquettes de temps en temps pour informer vraiment les consommateurs en bout. Prenez du poisson selon la saison. Déjà, tous les poissons ne sont pas bons à toute saison, et privilégiez effectivement les circuits courts et le poisson tout frais, quoi. Ça, c'est général, hein. On est pareil pour les légumes. Aujourd'hui, on veut manger des tomates toute l'année. On a des tomates toute l'année. Elles n'ont plus aucun goût une partie de l'année. Et ben, le poisson, c'est pareil. Il y a des périodes où il n'est pas bon. Les crustacés, c'est pareil. Il y a des périodes où il ne faut pas les manger. Les huîtres, avant, c'était pareil. Il y avait des saisons où elles n'étaient pas bonnes. On ne les mangeait pas. Maintenant, ils ont fait des triploïdes, ou je ne sais pas combien ils sont arrivés. Et on en mange toute l'année. Mais je pense qu'il faut recadrer tout ça et dire, voilà, tel produit, c'est telle saison. Et puis voilà, quoi.